Bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux de cette 21e édition des Cafés d'Histoire de la CIM, puisque nous recevons ce matin Laurent Timmerman. Laurent Timmerman est professeur agrégé d'histoire-géographie au Collège Jean Massé de Mulhouse et il est doctorant en géographie au CRESAT, à l'Université de Haute-Alsace. Et sa thèse porte sur une approche géohistorique et géopolitique des liens entre cigogne blanche et environnement dans la dynamique des paysages en Alsace de 1870 à nos jours. Bienvenue Laurent, et on a plein de questions à te poser, évidemment. Alors la première question que je vais te poser consiste à savoir pourquoi, dans le cadre de tes recherches sur la géohistoire des cigognes, tu en es venu à t'intéresser à la société industrielle de Mulhouse. Oui, merci beaucoup Régis. Bonjour à toutes et à tous. Alors, lorsqu'on pratique une approche géohistorique, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, d'étudier, de comprendre l'évolution d'un espace dans le temps. Et moi, dans mes recherches avec les géographes du CRESAT, j'ai essayé de m'inscrire dans ce courant épistémologique qui prend acte du fait que les êtres humains ne sont pas tout seuls sur la Terre, qui partagent l'espace avec le reste du vivant. Et donc, moi, ça m'a paru intéressant de prendre mon espace de référence, donc l'Alsace, pour essayer de voir comment a évolué la cohabitation entre les cigognes blanches et les sociétés humaines en Alsace. Euh, 2871, époque où elle commence à devenir un symbole vraiment spécifique pour les Alsaciens, jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi la cime? Parce que lorsqu'on s'intéresse à essayer d'établir combien de cigognes blanches on avait où et à quelle époque en Alsace, on a des historiens qui ont déjà défriché le terrain. On a Georges Bischoff, on a Philippe Géhin, qui ont montré que depuis le XIIIe siècle, tu as par exemple les dominicains de Colmar qui essayent de tenir des registres de l'arrivée, du départ des cigognes en migration. On sait qu'au milieu du XIXe siècle, on avait déjà une enquête zoologique avec notamment les médecins cantonaux qui étaient mobilisés là-dessus pour essayer de compter les nids dans le Bas-Rhin. Mais cette enquête, elle est très, très lacunaire et peu exploitable. Et la première fois on a vraiment un comptage qui se veut exhaustif et scientifique du nombre de cigognes blanches en Alsace. Ce sont les membres de la Société industrielle de Mulhouse qui se collent à cette tâche-là. On est en 1927 et c'est plus particulièrement les membres du comité d'histoire naturelle de la CIM qui pratiquent ce comptage et qui aboutit à la première cartographie précise du nombre de nids occupés en Alsace en 1937 cette fois-ci. Oui. D'accord. Alors, du coup, tu me vois venir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle de ce comité, Oui, de ce comité de la CIM, qui, je tout précise, à fait, existe toujours oui. Alors, aujourd'hui? c'est vrai que quand on parle de la Société industrielle de Mulhouse, la CIM, c'est beaucoup de comités, notamment ce comité d'histoire naturelle qui a ressuscité aujourd'hui sous la forme du comité des sciences naturelles de la CIM avec Monsieur Michel Fernex dès 1968. Alors, ce comité d'histoire naturelle de la CIM, c'est une entité qui va naître en 1829. Donc, création de la CIM 1826, comité d'histoire naturelle 1829. On est vraiment au départ de cette création. Et avec des poids lourds de la CIM qui participent à ce comité d'histoire naturelle, on va voir Édouard Koechlin, par exemple, on va voir Isaac Schlumberger, on va voir des gens comme ça. Et alors au départ, ce comité d'histoire naturelle, c'est un comité qui doit s'occuper d'histoire naturelle et d'agriculture et éventuellement d'économie. Mais très rapidement, on se rend compte qu'il y a vraiment une volonté d'études naturalistes prononcée avec la participation de professeurs de sciences naturelles mulhousiens et de plus loin d'ailleurs. Et si tu veux, ce comité, il faut le comprendre un peu comme l'illustration d'une volonté d'une sorte de recherche d'universalité du savoir, vraiment dans un humanisme des fondateurs de la CIM, qui se rapproche peut-être de leur engagement maçonnique aussi. Cette idée de tailler sa pierre, c'est-à-dire de se perfectionner par le travail, et ça dans tous les domaines de la connaissance. Parce que pour ces fondateurs de la CIM, l'idée c'est que un statut social élevé, ça doit être qu'un moyen. Un moyen pourquoi? Justement pour pouvoir devenir un savant dans beaucoup de domaines de la connaissance, de façon à pouvoir vraiment exercer la philanthropie.
hein. Donc, on est vraiment dans, je dirais, alors, comme on dit souvent aujourd'hui, hein, dans l'ADN de ces fondateurs de la CIM, avec vraiment cette volonté d'universalisme du savoir, effectivement. Ouais. Et avant de s'intéresser aux cigognes, à quoi s'intéresse-t-il dans ce comité, brièvement, Alors, hein, il y a au effectivement 19e? il y a quelque chose de marquant, ne serait-ce que spatialement, hein. Ce comité va se donner pour mission, par exemple, de créer un musée d'histoire naturelle. Et ce musée d'histoire naturelle, par exemple, va héberger le don des collections privées d'Édouard Koechlin, collection de minéralogie notamment, hein. Et donc ce musée, il a existé jusqu'en 1944, où il disparaît dans un bombardement, hein. Voilà. Donc on a effectivement une grosse interrogation, hein, sur la minéralogie, entre autres, sur la botanique, sur le règne du vivant, sur des applications agricoles également. Voilà. Très bien. Alors, revenons-en aux cigognes. Et depuis quand cet échassier est-il devenu un peu le symbole que l'on connaît aujourd'hui? Et surtout, pourquoi intéresse-t-il les membres de la CIM et du comité des sciences Mm. naturelles? Alors, la rencontre entre la cigogne blanche et le comité d'histoire naturelle de la cime, euh, c'est un Tu peu as peut-être l'histoire. des images à nous montrer, non, j'imagine? Tout à fait, tout à fait, tout à Ouais. fait. C'est un peu, voilà, ça arrive tout de suite, hein. J'accède juste à mes commandes. Voilà. Voilà. C'était pour notre carte, hein, dont je vous parlais avant. Voilà. Euh, je disais, la rencontre entre la cime et la cigogne blanche, c'est l'histoire d'un télescopage à au moins trois échelles. L'échelle internationale, nationale et l'échelle alsacienne. Il faut remonter à 1923. 1923, il y a à Paris le premier colloque international autour de la protection de la nature. Hein, vous voyez, protection de la nature, c'est quelque chose de plus ancien, hein, que ce qu'on pense souvent. Et lors de ce colloque de 1923, qui est international, mais international sans les Allemands, on n'invite pas les Allemands ni les Autrichiens, on est encore dans les séquelles de la Première Guerre mondiale et on ne se parle plus, hein, même au niveau scientifique. Euh, dans ce colloque, on va notamment parler beaucoup des oiseaux et de la nécessaire protection des oiseaux. On a conscience, hein, des dangers de la plumasserie, du besoin peut-être d'encadrer la chasse à certaines saisons. Et on va beaucoup parler des oiseaux, on va avoir une commission spécialement sur les oiseaux, à tel point qu'on décide de prolonger ce colloque. Et en 1925, hein, a poussé la question de la protection des oiseaux. Alors, la personne qui a la manœuvre, son portrait vient d'arriver, hein, ici à l'écran, c'est M. Raoul de Clermont, qui était secrétaire du colloque de 1923. Et en 1925, il participe à un deuxième colloque, hein, le congrès de Luxembourg, pour la protection de la nature et des oiseaux plus particulièrement. Et cette fois-ci, il intervient en tant que délégué du Touring Club. Et en tant que délégué du Touring Club, il dit quelque chose de très simple. Il dit voilà, on va enfoncer un peu le clou de ce qu'on a dit en 1923 sur la protection des oiseaux, et on va rajouter une couche. On va dire qu'il faut inciter les syndicats d'initiative à protéger les oiseaux les plus pittoresques d'une région pour en faire un levier du tourisme. Et grâce à ces retombées économiques, on va pouvoir améliorer l'implication, la mobilisation des acteurs dans la protection des oiseaux. Ne reste plus qu'à trouver les oiseaux les plus pittoresques d'une région. Et il se trouve que depuis 1923, dans cette discussion, le comité des sciences de la nature de la CIM, hein, il est présent. Il est présent en la personne de Georges Stellin. Georges Stellin, des filatures Stellin à Cernay, puis à Bitchwiller-Létane, hein. Et Georges Stellin, il est présent en 1923 et il suit de très près ce qui est dit par Raoul de Clermont dans le cadre du Touring Club en 1925 au Congrès de Luxembourg. Alors pourquoi le Touring Club et la CIM sont tellement proches, hein? La réponse, elle est assez évidente. On parlait avant de l'investissement, par exemple, de la famille Koechlin dans le comité des sciences de la nature. Et quand on s'intéresse au chemin de fer, on s'intéresse au tourisme. Donc le lien avec le Touring Club, rien que de ce point de vue-là, il est évident, hein. Et donc Koechlin se dit, tiens, oui, protéger les oiseaux les plus iconiques d'une région. Et là, il ne se pose pas la question longtemps. Parce qu'en Alsace, vous savez, en 1871, hein, tout ça est bien connu, c'est le traité de Francfort, l'Alsace devient allemande,
Et donc là, la cigogne blanche, c'est à ce moment-là précisément qu'elle devient un symbole patriotique pour les Alsaciens, un symbole francophile. Vous savez, les ornithologues ont toujours repéré que cette cigogne a été fidèle à son nid. Chaque année, il semblerait que les individus reviennent au même nid. Et donc, on en avait fait un symbole de fidélité. Même déjà les Grecs faisaient de la cigogne un symbole de fidélité. À partir de 1871, les Alsaciens vont dire oui. En plus, cette cigogne, géographiquement, quelque chose d'intéressant, lorsqu'elle part en migration, elle survole la France. Lorsqu'elle revient en Alsace, elle resurvole la France. Et ça, c'est notre lien géographique avec la France. Et quand on fusionne l'aspect fidélité avec l'aspect oiseau de France, on obtient un nouveau symbole pour la cigogne blanche, le symbole de la fidélité à quoi? La fidélité à la France. Et donc, on a toute une poignée d'écrivains, d'artistes alsaciens, notamment des optants, qui sont partis à Paris pour rester français, qui vont développer cette image-là de la cigogne comme symbole de l'attente, de la fidélité à la France, de l'attente du retour dans le giron de la France. Alors on peut citer beaucoup de gens. Bon, déjà, on va voir les frères Régamet au pays des cigognes. Au pays des cigognes qui poussent excusez-moi, le bouchon très loin, en racontant que les cigognes nichent en Alsace, mais qu'elles ne nichent pas en Allemagne parce qu'elles n'aiment pas les Allemands et qu'elles savent les reconnaître. Ils iront même raconter qu'en fait, une cigogne en Alsace, elle niche sur une maison d'un véritable Alsacien, celui qui est francophile. Par contre, elle évitera la maison des nouveaux arrivants allemands. Voilà. Alors, ça permet de naturaliser l'appartenance de l'Alsace à la France. On va avoir des gens comme on a Alphonse Daudet, ben oui, Daudet, avec les légendes rhénanes, qui inventent des histoires pour les enfants, qui montrent une cigogne qui s'attaque à tous les représentants de l'autorité allemande. On a alors Bécassine. Alors, moi, je trouve que ça, c'est une image qui est assez magnifique. Bécassine dans la Grande Guerre, qui traverse l'Alsace et qui montre une cigogne qui ramène non pas un bébé, mais qui ramène une poupée d'un petit soldat français. Parce que là, il s'agit d'une comptine qu'on a détournée, une comptine alsacienne qui parlait de la cigogne qui amenait des bébés. Et on a détourné, c'est notamment Annecy qui a détourné cette comptine pour dire cigogne, cigogne, t'as de la chance, tous les jours tu vas en France, ramène-moi un petit piou-piou. Sauf que le piou-piou, c'est pas un bébé. Le piou-piou, c'est le surnom des soldats français à l'époque. Voilà. Donc, cette cigogne, si vous voulez, devient vite ce symbole patriotique, fidélité pardon, à la France. Et donc, Stélin va dire voilà, j'écoute ce que dit Clermont, il a raison, il faut, comme levier à la protection des oiseaux, s'appuyer sur les oiseaux les plus pittoresques, ça tombe bien, parce que nous, à la CIM, on est des francophiles. Je rappelle que le bulletin de la CIM, pendant toute la période allemande, il paraît en français, et pour ça, on défie les autorités allemandes, souvent. Et Stélin rentre à Mulhouse en disant, voilà, c'est ça qu'il faut faire, on va s'occuper des cigognes, pas pour des raisons touristiques, mais pas seulement, mais même si on peut utiliser ça comme levier. Et dans les bulletins de la CIM, c'est en 1925, justement, c'est pas un hasard, que c'est la première mention dans le comité d'histoire naturelle du fait qu'il faut s'intéresser aux cigognes parce que le nombre de cigognes en Alsace diminue et qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Ouais, c'est absolument passionnant. Si on change un peu d'échelle cette fois, est-ce que tu peux nous dire si la CIM joue un rôle particulier dans l'internationalisation de la protection des oiseaux et en particulier la cigogne Mhm. blanche? Ah, je dirais que c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante et assez passionnante de mon point de vue. Cette internationalisation, elle entre dans une logique scientifique. On comprend très rapidement que lorsqu'on veut protéger des oiseaux, notamment migrateurs, il n'est pas question de jouer chacun dans ses frontières. Sauf que, comme on l'a dit avant, en 1923, les canaux sont coupés entre les ornithologues allemands et français, et je dirais entre une grande partie des ornithologues européens
et de leurs homologues allemands. Euh, donc une internationalisation qui est voulue, mais qui est remise en question, hein, vraiment, par la géopolitique. Hein. Euh, du côté de la CIM, lorsque Stélin rentre, se réunit avec le comité d'histoire naturelle et dit voilà, le nombre de cigognes diminue chez nous, c'est dramatique, c'est un symbole patriotique dont on a besoin et qui en plus peut être un levier de constitution de paysage pour le tourisme, il faut qu'on fasse quelque chose. Il comprend vite qu'il a besoin déjà d'informations, comprendre pourquoi ce nombre de cigognes il diminue en Alsace. Et quand on regarde la version qu'en donnent les Français, notamment dans la presse française de l'époque, c'est dramatique. La presse française se fait souvent l'écho de cette question des cigognes alsaciennes et dit voilà, c'est simple, c'est parce que les Français sont revenus que la cigogne a disparu en Alsace. Ils nous disent les Allemands étaient sales, les Français sont propres. Donc quand les Allemands tenaient l'Alsace, les villes étaient sales, mal tenues, il y avait des rats, des mulots, des rongeurs partout, et la cigogne pouvait se nourrir. Maintenant que les Français sont revenus, ont remis de l'ordre et de la propreté, la cigogne ne peut plus se nourrir parce qu'il n'y a plus de rongeurs qui hantent les rues, quoi. Alors naturellement, avec ça, on ne va pas aller loin quand on a une volonté de faire un travail naturaliste ou scientifique concret pour le retour des cigognes. Et donc, ils comprennent vite qu'il va falloir se tourner vers des spécialistes. Le problème, c'est que le spécialiste, il existe, que les gens de la CIM le connaissent bien, qui suivent ses travaux depuis au moins 1908. On a des rapports là-dessus dans les bulletins de la CIM. Et il se trouve que ce spécialiste de la cigogne blanche et de ses migrations, il arrive tout de suite, il est là, c'est monsieur Johannes Thienemann, qui est un ornithologue prussien en plus, et qui est, alors dans le civil, il est pasteur, et puis il s'occupe, il a monté une station ornithologique à Rossitten. À Rossitten, on est sur les bords de la Baltique, on est en Prusse orientale à l'époque, et ce monsieur Rossitten, il a décidé d'étudier les migrations, notamment des oiseaux, qui l'intriguent beaucoup. Et autant le bagage, le fait de baguer les oiseaux pour comprendre leur migration, c'est quelque chose qu'on a beaucoup expérimenté déjà au Danemark, avec Mortensen à l'époque. Lui, il va rendre ça systématique auprès des cigognes blanches. Mais quand on bague des oiseaux, pour comprendre le trajet des oiseaux, il faut avoir des relais. Il faut avoir des gens le long des routes migratoires qui relèvent les bagues et qui vous disent où ils ont vu votre animal et quand. Et donc, il a besoin d'un réseau, Tineman, un réseau qui s'appuierait sur des sociétés savantes locales qui s'intéresseraient à ces questions-là. Et là, la rencontre se fait naturellement avec le comité d'histoire naturelle de la CIM, qui, qui s'intéresse toujours un peu plus aux travaux de Tineman, alors que la tendance en France, c'est de se détourner, de couper les contacts. Donc ce qui se passe, le rôle de la CIM dans l'internationalisation de la protection de la nature et surtout de la compréhension plus largement des trajets migratoires de la cigogne blanche, mais pas seulement, la CIM joue le rôle d'interface entre les ornithologues français et les ornithologues allemands qui ne se parlaient plus. Et s'il continue finalement à y avoir un lien, c'est grâce à cette connexion que continue d'opérer la CIM. Alors, ça c'est paradoxal d'apparence, c'est pour sauver un symbole francophile de rejet de la germanisation, donc la cigogne blanche, qu'on va chercher à conserver le lien avec les Allemands et notamment un Prussien. Et donc voilà pour le rôle concret de la CIM. Alors, là où l'histoire est belle, c'est que Tienemann a la même interprétation. Et dans ses écrits, on a cette correspondance. Il nous dira voilà, une bague, c'est pas juste un lien sur la patte d'un oiseau. Pour nous, ça a été un lien entre les hommes aussi. Voilà. Donc, une belle image. Voilà. Donc, si quelque part on voulait conclure sur ce rôle de la CIM, je voulais juste vous montrer une dernière petite chose. Lorsqu'on a le deuxième congrès de Paris international sur la protection de la nature, on va voir la station de Rossitten revenir dans les débats. Pas parce qu'ils seront présents, mais parce qu'on trouve, voilà, je vais vous montrer ici, on trouve une note anonyme
qui raconte le travail de la station ornithologique de Rossitten. Ce mot n'est pas signé, mais je ne peux pas encore le prouver. Mais quelque chose me dit que cette main qui écrit cette note anonyme était probablement mulhousienne, parce que les seuls contacts étaient assurés par le comité de la CIM. Et là où cette note est encore doublement intéressante, je vous en donne un très court passage. On y dit, voilà, on cherche à comprendre cette grande énigme de la nature que constitue l'émigration d'oiseaux et qui touche à de profonds problèmes de psychologie animale. À une époque, même encore aujourd'hui, si vous regardez bien, où la vision, la compréhension mécaniste de ce que c'est qu'un animal non humain est encore très prégnante, là, ici, on a une réflexion d'une modernité assez troublante, hein, où on a déjà, dans les années 1930, des gens qui disent, bah non, une cigogne, c'est pas un objet, c'est un sujet. Elle possède une agentivité et il parle de problèmes de psychologie animale. Il ne considère plus les animaux non humains comme des objets, comme une mécanique, mais effectivement comme des sujets avec leur agentivité, hein, leur capacité d'agir, qu'il va falloir prendre en compte pour co-construire cette cohabitation qu'on cherche à prolonger en Alsace. Voilà pour la cime. Vous voyez, avec un beau pragmatisme, hein, qui, quelque part, est une signature aussi de la société industrielle à cette époque, comme aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurent. C'est absolument passionnant. Et effectivement, on retrouve bien l'ADN de la société industrielle de Mulhouse dans tout ce que tu viens d'évoquer. Alors, vous avez évidemment la possibilité de poser des questions via le chat. Et en attendant que des questions arrivent, le cas échéant, je vais peut-être en poser une qui est anecdotique et qui nous ramène plutôt du côté des entreprises. On sait que la cigogne devient le symbole des potasses d'Alsace. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur le pourquoi de l'utilisation de la Oui, cigogne comme vecteur de communication, en fait, au niveau des entreprises et par exemple la potasse? oui, et je te remercie pour cette question. Euh, ce logo de... Alors, plusieurs choses, hein, particulièrement intéressantes là-dedans. Pourquoi choisir la cigogne? Plusieurs réponses. Premièrement, cette potasse, vous savez qu'elle va être particulièrement utilisée dans les colonies françaises d'Afrique du Nord. Et donc, la cigogne, c'est un peu le lien entre l'Alsace et l'Afrique du Nord, et voire l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce lien physique, hein, qu'établit la cigogne, ce sera la signature de cette potasse qui, comme la cigogne, vient d'Alsace pour venir fertiliser ces cultures, hein, des colonies du Nord. D'ailleurs, c'est assez intéressant, hein, de voir que les Alsaciens qui ont fui l'Alsace, devenue allemande à cause du traité de Francfort, travailleront beaucoup à recréer des paysages à l'alsacienne grâce aux cigognes qui nichent en Algérie, par exemple, hein. Donc le logo des mines de potasse, il faut peut-être le comprendre comme ça. Autre chose, euh, on est après, au moment de la Première Guerre mondiale, hein, à la fin de la Première Guerre mondiale, dans une compétition, dans une rivalité âpre entre les mines de potasse d'Alsace et les fournisseurs allemands. Et dans cette rivalité avec les fournisseurs allemands, le recours à la cigogne s'impose d'autant plus qu'il est ce symbole francophile du refus de la germanisation. Donc, vu que c'est Annecy, hein, une fois de plus, qui est à la manœuvre pour développer ce logo, voilà, la présence de la cigogne s'explique pour ça, pour des raisons géographiques, puis pour des raisons encore géopolitiques, hein, pour quelque part pour faire la nique aux Allemands dans cette rivalité autour de la fourniture en potasse. Très bien, merci. Des questions peut-être du côté du chat, n'hésitez pas. Non, alors du coup, je vais en poser une autre parce que je manque pas de questions sur la cigogne. Et ensuite, parce que là, on est dans l'entre-deux-guerres, on est dans les années 20, dans les années 30. Mais alors, on a peu de temps pour répondre à la question parce il est déjà 26 et qu'on s'arrêtera à la nuit. Mais est-ce que tu peux nous balayer vraiment rapidement, Oui. alors, j'imagine que c'est difficile, la suite des choses?
la trajectoire des cigognes en Alsace. C'est ça. Oui, en 3 minutes, oui. Non. Alors, globalement, cette histoire, plus j'avance dans cette thèse, plus je me rends compte que c'est une histoire elle est magnifique, hein. Il se passe toujours quelque chose dans cette relation entre humains et cigognes. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30 en Allemagne, euh, les nazis vont utiliser cette image de la cigogne, hein. Une histoire assez affreuse, hein. On a Himmler lui-même, hein, qui préconise d'ouvrir des nurseries de cigognes dans les camps de concentration, notamment à Dachau, pour le plaisir et le bien-être des gardiens. Et lorsque l'Alsace est annexée, on craint l'utilisation de cette représentation complètement tordue, hein, des chefs de la SS autour des paysages de la présence des cigognes. D'ailleurs, aujourd'hui, hein, la gauche allemande utilise cette histoire-là. Vous savez, une fois de plus, hein, toujours le même, toujours Himmler, avait décidé d'utiliser l'émigration des cigognes pour faire passer des messages de propagande en Afrique du Sud et pour pas se faire attraper par les Anglais, hein. Et il a justement demandé à la station de Rossitten, dont on parlait avant, de participer à ça. Et très diplomatiquement, ils lui ont expliqué que non, il fallait oublier ça, hein. Euh, Après la guerre, lorsque les questions de retour de l'Alsace à la France, et notamment les questions linguistiques autour de la pratique du français ou du dialecte alsacien se posent, qui sont aussi le moment où les premières préoccupations écologistes, hein, fortes vont se manifester. La cigogne est encore une fois un enjeu. Faut-il militer pour la protection de la cigogne ou risque-t-on, en faisant ça, de tomber dans les schémas francophiles cocardiers qui vont nous empêcher de revendiquer l'utilisation du dialecte alsacien? Et c'est une vraie question qui se pose, notamment chez un d'immense poète qui était André Beckmann, et qui a une réflexion là-dessus. Quand il parle de la cigogne, il en parle avec un ton vraiment narquois, hein, pour dire finalement cette cigogne, c'est le petit gadget en plâtre qu'on pose sur la cheminée, mais qui ne permet pas du tout de faire avancer nos problématiques environnementales, linguistiques et autres. Là où on va avoir un vrai retour en force de cette question aussi de la cohabitation des cigognes, hein, avec les hommes, c'est à la fin des années 70, lorsqu'on se rend compte qu'en Alsace, en 74, il n'y a plus que 9 couples en Alsace. Et là, on a beaucoup d'initiatives, notamment privées, hein, qui visent à essayer de comprendre ce qui se passe, à essayer de comprendre comment enrayer cette extinction à l'échelle locale. Et donc, on va créer, à l'échelle de l'Alsace, on va créer la Préciale, hein, la Préciale avec notamment M. Gérard Veil, hein, qui va fédérer toutes ces initiatives privées pour réussir la réintroduction et le renforcement des populations, avec notamment une méthode de sédentarisation forcée. Parce qu'on se rend compte que c'est notamment pendant l'immigration que la létalité va être élevée. On a plein d'acteurs qui vont participer, on a notamment, je pense à EDF, hein, et au réseau électrique qui cherche à enterrer des lignes, du moins sur là où on a des nœuds aviaires, hein, et des risques de collision et d'électrocution. Et on a vraiment, je pense, un exemple extrêmement intéressant de la fédération de plusieurs acteurs qui n'étaient pas forcément habitués à se parler. Et une fois de plus, une internationalisation, hein. On va mettre les Et Polonais dans la est-ce que boucle. cette fois la CIM joue un rôle intéressant à ce moment-là? Et on terminera Alors, peut-être là-dessus. oui, là où la CIM et notamment le comité des sciences naturelles va jouer un rôle important, hein, lorsque Michel Fernex prend la tête, ressuscite, entre guillemets, ce comité, qui est plus comité d'histoire naturelle, mais des sciences naturelles, on va avoir une série, ça on le voit beaucoup dans les bulletins de la CIM, une série d'études très, très, très intéressantes et vraiment documentées sur l'évolution des paysages, notamment des zones humides, hein. Beaucoup d'études sur les rides, sur l'évolution des rides, sur ce qui se passe au niveau agricole, avec les remembrements, avec la maïsiculture, avec l'utilisation des pesticides, avec la disparition des zones humides, et donc sur ce qui est l'habitat naturel privilégié des cigognes, hein. Et autant en Suisse, on sait que
la protection de la cigogne, c'est tout de suite attelé à la question de comment restaurer des habitats qu'elles choisiront, autant on a l'impression que cette question, elle est très documentée et particulièrement documentée par ces travaux, ces excellents, ces beaux travaux du Comité des sciences naturelles à partir de 1968 et jusqu'à aujourd'hui. Si vous regardez le programme de ce Comité des sciences naturelles aujourd'hui, vous verrez que souvent, on vous propose, au-delà des écrits dans les bulletins de la cime, on vous propose des sorties naturalistes dans ces espaces-là pour les comprendre et pour être apte à comprendre pourquoi une cigogne va choisir de nicher ou non dans la dynamique de nos paysages d'Alsace aujourd'hui. Voilà. Bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Laurent pour cet éclairage absolument passionnant sur le rôle méconnu, parce que je pense que beaucoup de membres de la CIM ignoraient ce rôle à la fois fondamental et sur le long terme en faveur de la protection de la cigogne, mais plus globalement de la nature. Merci beaucoup. Le prochain café d'histoire sera début d'année prochaine et il sera consacré à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et nous sommes impatients voilà, de ce webinaire qui nous permettra de dialoguer avec les membres du comité d'histoire de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. D'ici là, bonne journée et à bientôt. Au revoir, merci. Merci beaucoup.